Mais il est 14h28 sur RMC et l'invité exceptionnel de Stephen Brunch est là, en ligne. Vincent Collet, le sélectionneur historique de l'équipe de France de basket, désormais consultant pour les Cleveland Cavaliers, Stephen. Salut Vincent. Salut. Salut Vincent. Comment ça va? T'es en forme? Ça va, ouais, très bien. Je suis de retour de l'Assemblée Générale de la Fédération. Ça s'est bien passé? C'était très sympa, plutôt émouvant même. C'était la dernière départ de Jean-Pierre Sutin. C'est pour ça. Exactement. Vincent, dis-moi, on se pose tous la même question, parce qu'on a lu que tu avais pris un rôle avec les Cleveland Cavaliers, consultant externe. Ça signifie quoi exactement? Quelles sont tes prérogatives avec cette franchise NBA? En fait, c'est un lien direct avec le head coach, donc qui est Kenny Atkinson. Et donc ça consiste principalement à voir tous les matchs disputés par les Cavs et lui donner mes commentaires, mes ressentis par rapport à ces matchs. Et entre deux, je vais aussi y aller un peu, mais pas beaucoup, à peu près une semaine par mois en général, pour partager davantage et échanger sur tous ces matchs et puis aussi sur le jeu en général. Bon, ce que j'ai déjà fait la semaine dernière, pendant une dizaine de jours, pendant la pré-saison, où je suis allé là-bas. Salut Vincent, c'est Erwan. Est-ce qu'on peut t'imaginer intervenir lors de séances d'entraînement en direct avec les joueurs, ou ça sera juste avec Kenny Atkinson? Non, a priori non. Non, même si j'étais, en fait, quand j'y suis allé, j'étais un peu traité comme un assistant, on va dire, donc j'étais vraiment intégré, je faisais partie des coach meetings, de toutes les discussions qui permettaient de construire les séances d'entraînement. J'y assistais, mais je n'interviens pas. Non, je suis au bord du terrain, mais sans intervenir. T'as quand même gratté le sac avec les équipements des Cleveland Cavaliers, Vincent? J'espère bien. De toute façon, ils m'ont équipé un petit peu. Quand tu arrives là-bas, tu fais partie de la famille. Donc, Et c'est global comme intervention, ou c'est plus défensive ou plutôt offensif? Non, c'est global. Okay. C'est global. On parle de tous les aspects. Non, il n'y a pas de. Même si potentiellement, c'est peut-être en défense qu'il y a le plus à partager. Et justement, parce que la NBA est une ligue un peu particulière. On a l'impression que la façon le basket proposé en NBA et la philosophie de jeu de Vincent Collet, c'est quand même deux salles, deux ambiances. Donc, tu arrives quand même à t'y retrouver dans tout ça? Oui, de toute façon, je découvre. Et puis, je pense qu'il faut saisir l'opportunité de découvrir, justement, et puis d'avoir cette chance d'être au contact d'une ligue qui fait rêver tout le monde, et moi compris. Je veux dire, dans ma carrière, c'est une opportunité incroyable et j'en profite. Voilà, c'est d'abord ça ma priorité, et puis après on verra au fil du temps, voir comment ça va se passer, et comment les choses se mettent en place. Pour l'instant, là, j'ai d'abord beaucoup observé quand j'y suis allé là, pendant 10 jours, et pour essayer de comprendre comment il fonctionnait et puis comment est-ce que justement je pouvais essayer d'apporter quelque chose. Voilà, c'est tout. Vincent Collet est en direct sur RMC dans Stephen Brunch avec Erwan Abotrette, avec Stephen Brun. Vincent, on le disait hier, vous étiez donc auprès de la Fédération française. Il y avait un événement avec le départ annoncé de Jean-Pierre Ciuta, donc deux figures historiques qui s'en vont là en quelques semaines, vous et Jean-Pierre Ciuta. Il y a ce chiffre qui est sorti, record historique de licenciés pour le basket français, une hausse de 48% en 3 ans. Il y a plus de 765 000 licenciés en basket. Est-ce que c'est une fierté personnelle pour vous aussi, parce qu'il y a eu un effet JO, vous avez fait rêver tout le monde sur l'équipe féminine ou masculine. Est-ce que vous en tirez un peu de fierté personnelle? En tout cas, c'est une satisfaction. Fierté, je ne sais pas. C'est un ensemble de choses. Ça fait un moment que le basket progresse en nombre de licenciés, mais c'est clair que à chaque fois qu'il y a un bon résultat, ça aide. Il y a une vraie tendance auprès des jeunes. Vraiment, la chose qui est importante, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour les accueillir de façon satisfaisante, sachant que le nombre de salles n'est pas illimité, et surtout on a un problème de bénévoles et puis d'encadrants. Voilà, quand il y a énormément
de gamins qui veulent pratiquer, il faut avoir les gens pour pouvoir les accueillir et les faire pratiquer. Et ça, c'est une vraie problématique et un enjeu pour la fédération. J'ai l'impression, Vincent, que tu n'as même pas pris le temps de souffler en fait après les Jeux. Tu es reparti avec tes conseillers spéciaux auprès de la DTN, là tu es avec les Cavs. Est-ce que j'ai une vraie question sur cette finale des Jeux Olympiques? Est-ce que tu as revu la finale? Et est-ce que tu te dis, notamment sur les tirs de Steph Curry en finale, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Alors écoute, j'ai revu les autres matchs et pas la finale pour l'instant. Donc pour que ça soit clair, malgré tout, c'est pas sur les tirs de Steph Curry que je me dis qu'on pouvait faire mieux. Voilà, en particulier les 2 derniers, pour moi, ils voyaient même pas le panier, donc c'est plus voilà la magie, la classe. Bon, c'est certainement le meilleur shooter de tous les temps, et on sait que n'importe quel shooter déjà quand il devient chaud, il peut marquer des paniers un peu dans n'importe quelle condition. Et lui encore plus que d'autres. Les 2 derniers, il a même pas vu le cercle, et surtout on avait fait prise à 2 sur lui au départ pour qu'il libère la balle. Et normalement le shoot il aurait dû être pris à l'opposé. Et les Américains, quand il a libéré la balle, LeBron James a préféré lui redonner à lui qui avait 2 joueurs sur le dos plutôt que au mec dans le corner devant lui qui était tout seul. Donc ça veut tout dire sur la qualité du joueur. Maintenant, si je dois avoir des regrets, ils sont minces. C'est sur notre première mi-temps où je pense qu'on s'est un peu grisé par rapport au fait de jouer cette finale contre Team USA. Voilà, ce dont on avait rêvé, en fait. On était là où on avait rêvé d'être, en finale des Jeux Olympiques contre Team USA. Et voilà, on n'a pas suffisamment, on l'a beaucoup mieux fait après la mi-temps, contrôler le rythme du match. Et en fait, quand on a contrôlé, c'est comme ça qu'on est revenu pour revenir à -3 à 2,50 de la fin. Mais si on avait pu le faire un peu mieux en première mi-temps, je pense qu'on aurait soufflé encore davantage sur la nuque en fin de match. Ouais. Tu te rends compte, Vincent, dans ta carrière, tu t'es fait tuer par 2 Stephen Brun en 2013, Nanterre-Strasbourg, et Stephen Curry en finale des Jeux Olympiques. Je plaisante, Vincent. Non, c'est pas faux. Quand tu étais en équipe de France, c'était ton sélectionneur? Non, c'était Claude Bergeron. C'était Claude Bergeron. Oui. Bien bossé, Benoît. Non, mais je me suis dit, Vincent n'a pas fait cette erreur. J'ai été longtemps, mais pas si longtemps que ça, quand même. C'est ça. Tiens, Vincent, on donne la possibilité à des passionnés de basket de vous poser des questions. Il y a Jérémy qui a composé le 32-16. Salut Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, tu as l'ancien sélectionneur, le sélectionneur historique de l'équipe de France de basket qui est à ton écoute. Enchanté. Moi, je voulais savoir, j'avais une question mais qui a été posée juste avant. Je voulais savoir quel était le plus grand regret de votre carrière. Est-ce que cette finale contre les États-Unis, ça ne l'est pas? Après, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à changer sur cette finale. Je ne sais pas comment vous avez vécu. Très sincèrement, alors, on peut dire que oui, c'est un regret parce que on aurait rêvé d'être champion olympique, voilà. Être finaliste en faisant un bon match contre eux, c'est très bien, mais c'est sûr que on pense toujours au meilleur. Donc c'est un regret, mais c'est quand même pas le plus grand regret de ma carrière. Je pense que par exemple la demi-finale contre l'Espagne au championnat d'Europe en 2015. C'était d'un autre tonneau en termes de regret, parce que là on avait le sentiment d'avoir raté des choses et d'être passé à côté de quelque chose. Là beaucoup moins, donc c'est différent. Après, c'est ce que je disais juste avant. La finale contre les Américains, je pense que c'est surtout en première mi-temps dans le fait de ne pas avoir suffisamment contrôlé. Parce que par exemple nos filles ont très bien fait le lendemain. En première mi-temps, et d'ailleurs quand elles ont pris 10 points d'avance, elles ont fait la même bêtise que nous, elles se sont mises à jouer à la vitesse des Américaines, et ça leur a été fatal également. Et nous, je pense que dans ce rythme-là, on pouvait, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs aux joueurs à la mi-temps. À la mi-temps, je leur ai dit qu'il fallait arrêter de courir avec eux, parce que ce qu'on peut faire contre n'importe quelle autre équipe au monde, contre eux, c'est pas possible, quoi, parce qu'ils sont trop talentueux pour ça, et c'est toujours bénéfique pour eux. Voilà. Mais après, c'est le seul petit regret.
Après, vous savez, le match parfait, il n'existe pas, même si on l'espère toujours, mais il faut quand même comprendre qu'il y a toujours des imperfections et globalement, malgré tout, sur ce match-là, on était quand même pratiquement à notre meilleur niveau et simplement, il faut reconnaître qu'ils sont encore quand même plus forts que nous. Hein, voilà. Je crois que c'est quand même ça la réalité. Avec l'ancien sélectionneur, le sélectionneur historique, légendaire de l'équipe de France, Vincent Collet qui est avec nous, Benoît. Ouais, Vincent Collet qui est avec nous jusqu'à 14h50 à peu près. Vincent, c'est vrai, on l'a dit, vous avez un nouveau rôle désormais en NBA auprès des Cleveland Cavaliers. Quel est votre regard justement sur les différents Français qui auront la chance de participer à ce championnat le plus dur au monde? Il y en a 14 qui sont en lice. Il y a des curiosités, il y a les habitués comme Rudy Gobert ou Nico Batum, il y a Victor Wembanyama qui est attendu pour sa 2e saison. Mais il y a les petits nouveaux aussi, Stephen, notamment combien percé la draft. Zachary Zaché et Alexandre Sarr qui sont 1 et 2 de la draft, un à Atlanta et un à Washington. Mais Vincent, on va démarrer avec toi avec la 2e saison de Victor Wembanyama avec les Spurs. Qu'est-ce que t'en attends? Qu'est-ce que t'imagines, toi, qu'il est capable de faire? Déjà, est-ce qu'il est capable d'amener les Spurs en play-off avec l'arrivée de Chris Paul? Ça va être l'enjeu, mais je pense que ça va quand même malgré tout pas être facile. Même si avec Harrison Barnes en plus, leur équipe me paraît quand même davantage consistante. Bon, ça va progresser clairement, mais il y avait quand même beaucoup à faire. Hein. Ils ont gagné une vingtaine de matchs seulement l'an passé. Il faudra en gagner. En plus, à l'Ouest, c'est souvent un peu plus difficile. Il faudra passer la barre peut-être des 45 ou en tout cas 44, 45 pour y être. Donc, il y a du chemin. Mais par contre, je pense que Victor va continuer. Ça marche en avant. L'année dernière, j'avais dit qu'il ferait 20 et 10. Il a dépassé un peu. Je pense qu'il va faire pas loin de 25 cette année et 12. Hein. Sans parler des passes. Donc, voilà, il va continuer à monter. Après, est-ce que ça sera suffisant? Faut voir. Ça, pour moi, c'est vraiment une question. Je suis pas du tout. J'ai pas de réponse. Peut faire les playoffs pour vous, les gars, les Spurs? Non, il faut gagner. Les Warriors étaient en play-in l'année dernière avec 45 ou 46 victoires, donc ça me paraît trop complexe. Même play-in, ça va être compliqué. Vincent, comment tu vois l'arrivée de Chris Paul avec Victor Wembanyama? On sait que Victor, il aime bien apprendre un peu, il aime bien parler basket, et parler avec une légende comme ça sur un poste en plus de meneur de jeu. Comment tu vois cette collaboration? Ça, je pense que pour lui, c'est vraiment une opportunité parce que c'est quand même ça lui a manqué l'année dernière. Il était surtout en première partie de saison, ça s'est un peu amélioré en deuxième, mais il n'était pas beaucoup aidé, on va dire, par ses coéquipiers qui le mettaient rarement en situation. Je pense que là, Chris Paul, lui, va lui donner déjà 4 ou 5 situations plutôt faciles et qui permettent à n'importe quel joueur de se mettre dans le rythme et dans de bonnes conditions. Donc à ce niveau-là, c'est riche. Et puis je pense aussi que c'est le joueur de joueur qui va pouvoir lui parler. Victor, il faut qu'il progresse encore dans les prises de décision. On sait que parfois son péché mignon, il part dans des rallyes un peu risqués. Et je pense que Chris Paul est relativement bien indiqué pour pouvoir justement le modérer, le contrôler dans ces situations-là. Et ça l'aidera aussi à progresser, à grandir. Vincent, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 2 nouveautés en NBA, Zachary Zaché, numéro 1 de la draft, et Alexandre Sarr, numéro 2 de la draft, un à Atlanta et un à Washington. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression d'avoir été drafté si haut? Est-ce qu'il y a des attentes très élevées pour ces 2 gamins? Alors, il y en a forcément, effectivement. Le fait d'être drafté aussi haut, ça met des pressions supplémentaires. Bon, maintenant, Zachary a fait une très bonne pré-saison. Il a vraiment fait de jolies choses pendant cette pré-saison, donc il faut espérer que ça continue, même si c'est pas la même chose lorsque ça devient officiel, mais il n'y a pas quand même trop de raisons que ça ne continue pas. Bon, c'était plus compliqué pour Alexandre Sarr, à l'image de la Summer League où il a un peu pioché. Donc il faut espérer que ça va monter en puissance. Bon, dans une équipe qui a aussi besoin de progresser. Bon, les Hawks, c'est quand même son avantage installé. C'est un peu différent, surtout c'est une équipe qui est très organisée, qui a un meneur dominant. Donc je pense aussi que pour Zachary, le fait de jouer avec Trae Young, ça peut être intéressant parce que ça enlève quand même. C'est lui qui focalise beaucoup l'attention des défenses, donc ça libère forcément
espaces pour les joueurs, pour les ailiers en particulier. Donc ils devraient pouvoir en bénéficier comme Bogdanovic avant. Vincent, on parle de Zachary Zaché, Alexandre Sarr, qui sont peut-être amenés dans un futur proche ou lointain à venir jouer en équipe de France. Comment tu vois, toi, le futur de cette équipe de France? Il y a un Eurobasket en 2025, il y a déjà les premiers matchs là, avec les premiers matchs de Freddy Foutou en tant que sélectionneur en mois de novembre contre Chypre. Quand on voit tu vas pas apprendre grand-chose. Non, je sais, je vais pas apprendre grand-chose. La curiosité, ça sera surtout Freddy pour sa première en tant que sélectionneur. Mais est-ce que cette équipe de France, elle va encore dominer, être tout en haut du basket mondial? Quand on voit des garçons qui se sont perdus un petit peu en NBA, on pense à Franck Nilikina et Théo Malédon qui sont revenus en Euroleague, un au Partizan et un à Lasvel, et qui sont très bons justement. De très bonnes nouvelles. Ouais, de très bonnes nouvelles. Et je pense que ça devrait, j'espère en inspirer d'autres qui sont un peu perdus en NBA. Comment tu vois le futur de cette équipe de France, toi? C'est difficile de pouvoir affirmer les choses, mais on a l'impression malgré tout que notre potentiel est en hausse constante. Donc ça laisse espérer de très très belles choses. Mais malgré tout, il faut aussi être patient parce que c'est une reconstruction. Il y a aussi une fin de génération quand même qui s'opère. Autant cette année, on a dû composer entre deux générations, entre celle qui était aux commandes, on va dire depuis 2017, et puis la génération Wemby. Autant là, progressivement, ça va aller totalement vers cette nouvelle génération. Donc il va falloir peut-être un peu de temps pour que ça... Mais malgré tout, certainement la plus forte équipe qu'on ait jamais eue, d'ici quelques années. Je pense, sur le papier. Sur le papier, ça se tient. Voilà, c'est ce qu'on peut penser, mais malgré tout... c'est le très haut niveau. Quand on parle du très haut niveau mondial, il faut quand même toujours être prudent parce qu'il faut que les choses se mettent en place, se construisent et confirmer en fait ce potentiel qui paraît le plus élevé qu'on ait jamais eu, pour les raisons que vous avez évoquées. Ouais. L'arrivée tu rajoutes Zach, Alexandre Sarr, et puis bon, moi, Nolan Traoré aussi. J'allais le dire, Nolan Traoré, peut même aller peut-être jusqu'à Soliman dans 3-4 ans. Si tu parles de Los Angeles, c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup, et bon, ça fait saliver. Donc c'est pour ça on en parlait encore hier. L'enjeu, c'est de continuer aussi à progresser dans toutes les dimensions. De la formation, mais aussi de formation des coachs, et que notre basket, si on veut se maintenir tout en haut de l'échiquier, on sait à quel point c'est fragile. Et moi, j'insiste sur le fait que, par exemple, cette année, c'est pas parce qu'on a battu le Canada en quart de finale qu'on était meilleur qu'eux. Oui. Je pense que si on avait dû les jouer 10 fois, on aurait certainement perdu 7 ou 8. Vincent ? Donc, il faut se rendre compte de ça. Juste une question justement par rapport à l'avenir de l'équipe de France. Est-ce que vous avez eu Freddy Foutou au téléphone pour lui donner des conseils? Vous avez été 15 ans à la tête de cette équipe. Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce que vous avez eu un contact? Pas encore, mais bon, ça pourra se faire à l'occasion. Mais il faut laisser un peu de temps quand même. Je pense qu'il faut le laisser s'installer déjà. Et puis il aura l'occasion de le faire s'il le souhaite, et c'est pas moi qui m'imposerai en tout cas. Alors, en tout cas, Freddy, hier, il a pris un bon buzzer beater de David Holston. Je suis pas sûr qu'il décroche son téléphone. Attends lundi, tu dois l'appeler. Et on va prendre un dernier auditeur qui s'appelle Eric. Jérôme, écoute, il va peut-être revenir. D'ici quelques secondes, on va le retrouver. Jérôme, il est là en direct. Salut Jérôme. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va super. Vas-y, pose ta question à Vincent. Alors Vincent, un grand honneur de pouvoir vous parler. Encore bravo pour ce que vous avez accompli et ce que vous allez encore accomplir. J'avais une question par rapport au rôle de sélectionneur et d'entraîneur que vous avez eu pendant plus de 15 ans. C'était par rapport à l'approche, parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'entraîneur, il y a une approche sur une saison à préparer où on peut mettre en place pas mal de choses. Et avec les nouveaux formats de compétition au niveau des équipes nationales, au final, ça se joue sur très peu de choses. On l'a vu encore aux Jeux Olympiques. Au final, ça se joue sur un match. Et je voulais savoir comment vous réussissiez à gérer ces
c'est deux approches qui sont totalement différentes sur la gestion justement d'un groupe et d'une saison où finalement la préparation en équipe de France, elle est quasiment plus longue que la durée du tournoi. Alors, vous avez tout à fait raison. De toute façon, c'est important d'insister là-dessus. C'est pas le même métier en fait d'être sélectionneur de l'équipe nationale ou entraîneur de club. C'est vraiment différent. Et pour les raisons que vous avez évoquées, la notion de durée. En équipe de France, ce qui est le plus important déjà, c'est d'être vraiment ensemble, que ça soit une vraie équipe. Et donc, c'est pas la durée de préparation qui vous permet vraiment toute seule de le faire. Donc, c'est d'abord la sélection. La sélection a beaucoup d'importance pour que chacun puisse trouver un rôle qui soit à la fois important, utile au fonctionnement de l'équipe. Et donc, c'est en ce sens que parfois on fait des choix qui peuvent paraître un peu bizarres, mais c'est souvent guidé par cet objectif-là, d'avoir une équipe qui soit vraiment soudée et avec une cohésion sans faille. Et c'est vrai qu'en club, on est peut-être beaucoup plus bâtisseur, on peut construire beaucoup plus. En équipe de France, on utilise le potentiel qui est important qu'on a, mais qu'on ne pourra pas beaucoup développer en 3 ou 4 semaines de préparation.